Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Mon invité, même s'il ne fait plus de politique active, il jette toujours un regard passionné. Aujourd'hui, directeur général exploration chez Itla Québec, ex-député libéral dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue, un ami, un de vos amis également, Daniel Bernard. Daniel Bernard, bonsoir. Salut, Gabi. Ça me fait plaisir de vous jaser, Monsieur Bernard, parce que vous êtes... Quand j'ai dit dans mon intro là, que vous ne faites plus de politique active, j'espère pas me tromper, mais par contre, vous jetez toujours un regard sur la politique. Ça vous intéresse tout le temps. J'ai commencé, Gabi. Premièrement, c'est comme si on ne s'était pas manqué. Il me semble que c'est hier la dernière fois qu'on s'est vu. C'est toujours plaisant d'être ici. Mais moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'avais 16 ans. Quand dans le village où j'étais, d'Israéli, j'allais aux assemblées du conseil municipal. Puis où qu'on avait notre chalet, je faisais 5 km de vélo, puis j'allais au conseil municipal du petit village Garbé. Ça a commencé jeune, puis ça va rester toute ma vie. C'est important, politique. C'est passionnant. Important. Moi, j'en suis un également, M. Bernard, qui... je ne fais pas de politique active, mais moi, la politique, là, j'adore la politique. Ouais. J'aime la suivre. J'en dévore quasiment. Et puis, il y a des fois, c'est plus difficile que d'autres fois. Il y a des fois, on va en parler parce qu'il y a eu un 1er octobre. Mais je veux juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, M. Daniel. Quand dans mon intro, je parle de directeur général exploration chez Itla Québec, c'est ça? Oui. C'est quoi exactement? Itla Québec, ce sont les propriétaires. Oui, je comprends, mais votre rôle, à vous? C'est l'exploration. La compagnie a plusieurs projets. La mine Casa-Berardi. Oui, exactement. Oui. Et on a d'autres projets d'exploration ici sur le territoire. Par exemple, les gens, sur la 117, tout près de l'aéroport, on a le projet Evasco. Les gens voient la grande pancarte avant la Côte-Joanne. Oui. On a un projet là, on a d'autres projets. Et ces projets-là sont sous ma responsabilité de gestion. OK. Bon, c'est ça. Mais vous, comme je le disais si bien, vous jetez toujours un œil sur la politique. Toujours. Votre allégeance politique, on la connaît. Vous avez été député libéral dans Rouyn-Noranda, Témiscamingue, et soit dit en passant, vous avez fait un travail gigantesque. Merci. Et puis, je pense que le comté vous a manqué un peu. Et vice-versa, je crois. Ah oui, écoute, je rencontre encore les gens se rappellent beaucoup de moi. Moi, les gens me manquent. Je te dis pas nécessairement la politique tant que telle ou le travail, mais les gens que j'ai croisés, ça faisait partie de ma passion. Vous étiez une personne de terrain, beaucoup. Et ça, on s'en est rendu compte aussi. Ouais. Mais tu fais de la politique, puis c'est ça souvent qui est dommage. Normalement, les premières personnes pour qui tu fais la politique, c'est les citoyens de ton comté. Parce que c'est eux autres qui t'élisent, c'est eux autres qui ont besoin, puis ils font beaucoup d'espoir pour que tu leur apportes des choses. Autant au niveau régional, mais aussi au niveau personnel, il faut les aider. Puis ça, on avait une super équipe, tu te rappelles de Lynn. Oui. Tu sais, on avait une équipe formidable. Lynn Deshaies, puis que je communiquais souvent aussi à vos bureaux. Vous avez toujours accepté nos invitations et je vous en remercie aussi, M. Bernard. Bon, on va passer au 1er octobre dernier. Ça n'a pas été drôle pour les libéraux, c'est sûr et certain. Sauf que ça a été battu, les libéraux ont été battus par un parti qui n'a jamais été au pouvoir. Ça, c'est jamais arrivé depuis 1976. Oui, c'est le Parti québécois. C'est le Parti québécois. Alors, là, on a sorti de la roue péquistes, libéraux. Péquistes, libéraux. Là, on a envoyé ça de côté, puis on a dit, on va essayer un parti qui n'a jamais été au pouvoir. Moi, si je vous demandais, est-ce que ça vous fait peur? Ou bien non, si on va voir, ils peuvent pas... Parce que les gens disent, ils peuvent pas être pires que les autres. Ouais. Non, moi ça me fait pas peur. Parce que, premièrement,
j'étais convaincu que ça allait être un gouvernement CAQ majoritaire. J'avais fait mon pool, puis j'avais mis 65 députés caquistes. Mais mon Dieu, j'aurais aimé ça voir ça même, M. Bernard, moi. J'avais... et j'étais à peu près dans les chiffres. C'est la descente des libéraux qui m'ont vraiment le plus surpris dans les régions. Parce que, honnêtement, là, j'étais à ça, moi aussi, à 2 ou 3 sièges avec une majorité. C'est ça. Fait que j'étais à peu près aussi dans vos chiffres à vous, mais comme vous le dites si bien, ce qui a vraiment faussé les données, c'est les 74 sièges à la CAQ et que le Parti libéral s'est effondré. Il s'est effondré, puis quand on regardait chez chez les francophones, ils étaient beaucoup en arrière. Oui. 34 comtés qui n'en font pas le 15 pour le remboursement, c'est majeur. C'est majeur. C'est majeur. Oui. Parti québécois aussi. Mais tout ça montre que ça faisait 50 ans à peu près que les deux partis, Parti libéral et le Parti québécois, s'échangeaient le pouvoir. Les libéraux avaient été... Souverainistes, fédéralistes, souverainistes, Oui, et fédéralistes. le jour que cette dimension-là, que quand, je pense, M. Lisée a dit « OK, on ne fera pas de référendum le premier mandat et autres », ça a ouvert la porte aux gens pour aller voir d'autres alternatives. Et où j'ai été vraiment surpris, entre autres, c'était dans l'Outaouais. C'est dans l'Outaouais qu'ils ont perdu plusieurs comtés qui, normalement, étaient traditionnellement libéraux. Oui. Et par le fait que, qu'à ce moment-là, le Parti québécois a dit, garde, il dit, on ne fera pas de référendum. Mais à ce moment-là, les gens ils sont allés s'exprimer à l'heure parce qu'il y avait de la grogne. Faut pas se le cacher. Oui. Rouyn-Noranda-Témiscamingue, est un bel exemple, Québec solidaire. La santé, le problème, les difficultés au niveau de la santé, moi je le disais il y a un an, c'est ça qui allait nuire aux libéraux dans les régions. Et toutes les régions y ont évacué les deux partis traditionnels. Et il y a une grande, les deux, ils ont 4 ans pour se refaire une tête, de se repositionner, de rebâtir. Puis, vous avez parlé du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue au Québec, qui solidaire a remporté le comté. Mais ce qui est probablement un peu surprenant, c'est que le Parti québécois, M. Chapado, et le Parti libéral, l'ex-ministre, M. Blanchette, ont terminé 3e et 4e. Ça veut dire que là, on est vraiment tanné. Est-ce qu'on peut dire ça de même? En toute franchise, du côté de Luc Blanchette, j'étais pas surpris qu'il termine là. Où j'ai été surpris, c'était à Val-d'Or, parce que Guy Bourgeois, il a quand même fait il avait fait un bon mandat. Okay, il avait travaillé fort, puis tout ça, mais là encore aussi, il a fini 3e derrière la CAQ et le Parti québécois, Mme Larouche. Oui. Et ici, on regarde dans Abitibi-Ouest, Martin, je pensais qu'il allait être plus dans la course que ça. Donc, il y avait vraiment les gens... le Parti libéral s'est déconnecté des francophones dans les régions et il va falloir qu'ils retrouvent... Est-ce que le Parti libéral au niveau provincial, il va s'en remettre de cette cuisante défaite, parce que c'est un vieux parti qu'on appelle. Mais est-ce que, selon vous, au niveau provincial, la défaite, la cuisante défaite, parce qu'il faut le dire, la cuisante défaite du Parti québécois, est-ce que le Parti québécois va s'en remettre ou bien non si réellement son temps est terminé? Il va falloir qu'il se repositionne aussi. Mais le Parti québécois, ça n'a jamais été facile pour ce parti-là parce que... c'est un parti de chicane interne. Oui, mais c'est pas... oui et non, puis parce que c'était une coalition. On avait des gens de gauche et des gens de droite que qu'est-ce qui les tenait ensemble? C'était la souveraineté. La souveraineté, voilà. OK? Et à ce moment-là, d'où, quand il y a eu une scission, Québec solidaire, qui était, je vous dirais, à peu près la frange beaucoup plus souverainiste, mais de gauche. Oui, de gauche. Est-ce qu'on peut dire extrême gauche, même, Québec solidaire? Et écoutez, quand tu regardes le programme... De gauche, certain, là, quand tu regardes le programme, qu'est-ce qui est écrit? C'est vraiment de l'extrême gauche. OK, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce que je pense aussi, oui. Quand on regarde, les gens ne le lisent pas. Dans n'importe quel, je vous dirais, parti, les gens votent sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la plateforme de chaque parti. Puis ça, c'est tout parti confondu. Selon ce qu'on entend et non pas selon ce qu'on lit. Et celui qu'on veut voir. Et celui qu'on veut voir. C'est que moi, le Parti québécois va avoir
c'est sûr qu'il va falloir qu'il se repositionne. La difficulté, je vous dirais, que lui, il faut qu'il regarde, c'est quand on regarde depuis à peu près 20 ans, la souveraineté diminue graduellement dans la population. Oui. OK? On regarde, on a beau dire ce qu'on voudra, mais on regarde les deux partis souverainistes, le Parti québécois et Québec solidaire, dépassent à peine 30 des votes les deux ensemble, tandis que les libéraux et la CAQ, ils font 66. Et cette descente-là est graduelle. Donc, est-ce que la souveraineté est encore dans la population un attrait? C'est pas clair, évidemment. Selon moi, non. Parce que la nouvelle génération, les jeunes, ils ont plus le débat de nos parents ou nos débats. Ils sont ailleurs. La planète est au bout du clic. Parce que dans le deuxième référendum, ceux qui ont voté pour la souveraineté ont aujourd'hui autour de 60 ans ou quelque chose du genre. Ouais. Et les personnes... aujourd'hui, sauf erreur, ces personnes-là, pour eux autres, la souveraineté aujourd'hui, là, regarde, on oublie ça, on n'est plus là, nous autres, pas en tout. Ce sont ces personnes-là qui, aujourd'hui, ont viré le dos au Parti québécois. Mais par contre, sur l'autre côté, les 18-35 ans, on les retrouve à Québec solidaire. Attention, non. Non. On en retrouve beaucoup à Québec solidaire. Une partie, les sondages, ont démontré que la génération 18-35, c'est PLQ et CAQ. Parce que c'est l'image que les journalistes ou les autres nous envoient. Qu'est-ce qui fait la différence? Les gens sont beaucoup plus mobilisés, ces jeunes-là, à Québec solidaire, et on les retrouve dans les villes universitaires. Okay. Comme on retrouvait le Parti québécois. À peu près. Regardez, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Québec, Montréal. C'est un groupe très motivé et je les ai vus dans le comté de Rouyn-Noranda. Ils ont fait un excellent travail. C'est eux qui avaient la meilleure équipe. Ils étaient motivés. Les gens se sont inscrits. Les jeunes se sont inscrits de l'extérieur de Rouyn. Ils sont inscrits pour voter à Rouyn-Noranda pour avoir le plus de votes possible. Ils étaient très bien organisés. Mais la majorité est pas là. Et pas Québec solidaire. La grande majorité des jeunes, puis moi, je reviens au volet du printemps érable en 2012. Oui. OK? Gabriel Nadeau-Dubois et autres, c'était une minorité qui voulait la grève étudiante. Rappelez-vous, il y avait des étudiants des facultés qui votaient contre la grève et que les autres, ils venaient les sortir des classes, bloquer les facultés. Exactement, oui. Et pensez-vous que ces jeunes-là qui ont perdu 1 an d'école, qui ont perdu du travail et autres, et qui vont être à Québec solidaire? J'en doute. Mais on oublie vite, M. Bernard. Pas nécessairement. Mais de toute façon, quand on regarde, on a une société maintenant qui change, puis on l'a vu encore. Les jeunes sont beaucoup plus individualistes. On n'a plus de projet de société. La société québécoise, là, globalement, va très bien. Elle va bien. On n'a pas, le jour que tu voyages, on n'a pas à se plaindre au Québec, au Canada. Globalement, on est riche, on a tout ce qu'on veut. C'est sûr qu'il y a des personnes encore démunies, c'est certain. Mais c'est comme dans le domaine hospitalier. Dans le domaine hospitalier, quand tu réussis à mettre le pied dans l'hôpital, à partir de là, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup moins de problèmes. On est bien soigné, on prend soin de nous, etc. C'est là qu'on voit que les infirmiers et infirmières, les préposés et tout le personnel travaillent, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est pour mettre le pied dans l'établissement. Ça, le problème, je vous dirais, c'est un fonctionnement du système qui n'est pas correct. C'est ça, exactement, oui. Mais c'est l'organisation du travail qu'il faut revoir. On a plus de médecins par individu que les autres provinces, puis on a plus de difficultés. Il y a d'autres systèmes à voir. Mais quand je veux dire, globalement, quand tu vas promener tu sais, on est rendu qu'on a un problème de main-d'œuvre. Oui. OK? Le vieillissement. On parle du salaire à 15 $, mais graduellement, là, le salaire minimum, là, pas besoin de faire de loi, ça en va vers ça. Oui. Parce que les entreprises, ils ont besoin, dans le service, sont obligés d'offrir de meilleurs salaires pour attirer les gens. C'est que graduellement, le salaire minimum est en train de se rendre là. Je veux en revenir assez vitement, par exemple, sur le comté d'Abitibi-Ouest.
qui était depuis 42 ans un comté souverainiste, un comté péquiste à M. François Gendron, qui a fait un travail extraordinaire pendant 42 ans. Il faut le dire, je l'ai dit souvent et je le maintiens encore. Ce comté-là est sorti de la souveraineté pour s'en aller avec la CAQ. Mme Suzanne Blais a été élue ici contre M. Sylvain Vachon, du Parti québécois, qui a fait une campagne extraordinaire. Sylvain, c'est un de mes grands amis aussi. Puis je l'ai rencontré quelques jours avant le vote et il me disait que ça serait très serré. Ça a été serré aussi. Ah oui, il a regardé veiller longtemps. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'en Abitibi-Ouest, on s'est dit, non, mais là, la souveraineté, François n'est plus là, parce que depuis une élection ou deux, il ne faut pas s'en cacher, moi, j'ai jasé avec les gens puis qui disaient, on a voté François Gendron. J'ai dit, vous n'avez pas voté péquiste? Non, on a voté François Gendron. François Gendron, et puis là, on a vu qu'est-ce que ça a fait. Là, ça veut dire que sur les 162 derniers mois, on était dans l'opposition. Mme Blais est du côté du gouvernement au pouvoir. Est-ce que ça peut changer des choses, même si M. Gendron a fait un travail extraordinaire, parce qu'il y a de gros dossiers encore qui sont sur le terrain. Habituellement, ça aide. Mais ceci étant dit, vous aviez raison, là. OK, les gens votaient François Gendron. Oui. S'il aurait changé de parti politique, il aurait probablement voté pour lui quand même. Ça se peut. OK? Puis je reprends tout le temps l'image, j'explique aux gens de Guy Saint-Julien, qui avait fait 2 mandats conservateurs et 2 mandats libéraux. Oui, exactement. OK, tout le temps au pouvoir. Puis ça, c'est assez exceptionnel. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez exceptionnel. On votait l'homme. On votait l'homme. Voilà, exactement. Voilà, puis lui, Duflair s'est retrouvé tout le temps au pouvoir. Mais ceci étant dit, moi, je dis tout le temps qu'effectivement, quand tu es du côté du pouvoir, ça facilite beaucoup les dossiers. Parce qu'une des problématiques que j'expliquais aux gens, il faut que tu crées une confiance avec les ministres et le gouvernement. Quand tu es du côté du pouvoir, c'est plus facile de faire ce lien-là. Puis écoutez, parce que quand tu es dans l'opposition, les ministres, souvent, ils ont la bonne volonté d'aider parce qu'ils veulent aider les citoyens, puis ils veulent pas faire. Mais il faut que cette relation de confiance-là s'établisse. Et j'ai déjà vu des cas où que les gens dans l'opposition, ils ont sorti des propos de rencontres privées pour attaquer après ça le ministre et autres. C'est que le jour que tu fais ça, t'es fini. Oui. T'es fini. Et c'est là, souvent, qu'on voit ceux qui naviguent bien. Mais c'est certain que ça va aider pour les dossiers régional. Puis aussi, on a quand même, je pense qu'on a une bonne personne au niveau ministre régional avec Pierre Dufault. Avec M. Dufault, qui a pris, en fin de compte, les mêmes fonctions qu'avait M. Blanchette. Oui, puis que Pierre Corbeil a déjà eu. Et que Pierre Corbeil a déjà eu. Donc, on s'en tient, nous autres... il semble que la forêt... forêt, mine, etc., nous autres, là, c'est chez nous, ça, cette affaire-là. Et d'un autre côté, je ne suis pas vraiment surpris parce que surtout au niveau minier, c'est ici que ça se passe. Oui. Forêt, le Saguenay, c'est la grosse région, mais dans le contexte, c'est parfait. Puis là, j'ai hâte de voir, parce que M. Dufault, ben là, il hérite des caribous forestiers de Val-d'Or. Il hérite de gros dossiers aussi, avec les bauts de villégiature, les baux de villégiature, etc. Le dossier du bois d'œuvre est pas terminé. Et c'est un secteur très important pour la région. Voilà, exactement aussi. Le fait que M. Couillard ait nommé son président de campagne électorale au niveau provincial, est-ce que c'est un nom qui a... M. Taillefer? En tout cas, un certain... Lui, là, quand il a sorti son fameux 75 piastres par semaine... Là, ça a fait mal. Ça a fait mal. Puis, ce que j'ai pas aimé, puis je dis ça même en toute honnêteté, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à un certain moment donné, M. Couillard s'est fait poser la question et M. Couillard a dit « Oui, ça pourrait se faire avec 75 $ par semaine. » Il aurait simplement pu dire « Bien là, aujourd'hui, peut-être que là, ça serait à reviser ou des choses comme ça. » Mais M. Couillard a endossé cette déclaration. Non, ce qui est arrivé, les gens n'ont présenté qu'une partie de son intervention. OK? Il a dit oui, mais puis l'autre volet qui venait amoindrir les propos, les gens ne l'ont pas retenu, ce volet-là. OK? Parce qu'il y avait une cote, puis ils ont utilisé cette coupure-là, le 75 $, puis ils n'ont pas... Parce que l'entrevue au complet,
Et il disait que ça n'avait pas de bon sens puis qu'il fallait pas aller vers là. Bon. Mais c'est ça qui a passé. Mais ça a fait mal. Mais puis, en revenant à monsieur Tacfin, un président de campagne électorale, entre vous et moi, là, ça donne rien. On OK? repassera, oui. Ça donne strictement rien. Oui. Puis, pourquoi qu'ils l'ont fait, j'ai aucune idée. Mais est-ce que... Puis ça n'a pas aidé. Non, absolument pas. Mais est-ce que M. Taillibert peut avoir les yeux sur la chefferie du Parti libéral? Il y en a qui le pensent. OK? Puis il a déjà commencé à faire des interventions. Ben, puis si on veut relancer le parti, là... Mais c'est pas avec lui. Ben non, absolument pas. Absolument pas. Non, puis il y a des personnes que moi, que je verrais là. Puis il y en a d'autres que je ne veux pas voir, proprement dit. Entre autres, on peut en parler. Il y a une personne comme moi, j'admire Dominique Anglade, entre autres. Ça n'a pas l'air être de son côté, mais de toute façon, il y a quand même des gros noms. Oui, mais... Et j'espère une chose, puis je vais être très honnête en disant ça, parce que là, lui, à un certain moment donné, durant la campagne électorale, c'était le silence radio total. Ils ont probablement mis un gros ruban gommé sur la bouche. C'est l'ancien ministre de la Santé, M. Barrette. Ben oui. Et j'espère que si on veut vraiment, on dit, là, si on veut vraiment relancer le Parti libéral, il y a deux noms qui ne doivent pas être là, c'est M. Barrette et M. Taillefer. Soyons honnêtes. Oui, mais moi, je vais vous dire, personnellement, vous savez, j'anime une émission de radio, Oui. un club des ex, puis l'année dernière, je disais que le boulet du Parti libéral allait être M. Barrette. Non, oui, c'est sûr. carrément, puis Oui, j'ai dit, il ne faut pas qu'il sorte. Et c'est clair, même si on ne le voyait pas, dans la tête des gens, les gens ne voulait pas voir M. Barrette. Absolument. Et que M. Couillard, au début de campagne, ait carrément dit que voici ma nouvelle, déjà qu'il avait nommé quelqu'un qui allait être ministre de la Santé puis qu'il l'envoyait au Trésor. Oui. Il fallait qu'il casse quelque part. Parce que lui, il fallait, si le Parti libéral reprenait le pouvoir, il ne fallait pas que M. Barrette soit à la santé. Là, c'était écrit là, dans le ciel. Dans le ciel, et je suis convaincu que ça a eu un impact chez les francophones pour pas... En arrière, là, certains qui ont fait perdre 3 puis 4 du vote. Sûrement. Je suis convaincu. Puis M. Taillefer, moi, honnêtement, d'avoir quelqu'un comme ça qui arrive, qui a jamais... Moi, je l'ai jamais vu quand j'étais député. OK? C'était pas quelqu'un qui faisait de la politique, d'un congrès et autres. Puis là, on dirait, comme par hasard, là, il y a un intérêt à la politique, puis il veut s'en venir. M. Legault, lui... Il est parti, il a été ministre, il a milité, il a travaillé, puis il a fait chef d'un parti, il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais d'avoir quelqu'un de l'externe comme ça, d'arriver, moi, c'est contre mes valeurs totales. Parce que ce que je veux savoir, moi, pour quelqu'un qui va être chef d'un parti, pourquoi tu vas là? Tu y vas pour ton avancée personnelle ou ton aura, tu y vas vraiment pour la population. Oh, ouais. Et c'est ça que je déplore un petit peu, moi, avec M. Couillard. J'ai jamais été convaincu de la raison pour laquelle il allait là. OK? C'était-tu personnel ou autre? Dites-moi une chose, M. Bernard. Vous avez été en politique, vous avez siégé à Québec, nombre d'années. Peut-être que je suis dans le champ, là, mais seulement que ramenez-moi si je le suis. Est-ce que c'est une loi non écrite, je dis bien une loi non écrite, que quand un chef de parti a son comté, est-ce qu'il est dit en sous-entendu qu'on ne présente pas de gros noms contre ce chef-là parce qu'il n'a pas le temps d'aller dans son comté, parce que lui, il représente, là, il faut qu'il soit au Québec partout. Et je veux en venir à Jean-Martin Hossan, que Québec solidaire a présenté dans le comté de M. Jean-François Lisée. Et M. Lisée a été battu. Ça, je pense qu'il n'a pas... M. Marissal. Excusez-moi, Jean-Martin Hossan, excusez-moi, François Marissal. Marissal, c'est ça, excusez-moi, oui. Là, est-ce que... Vincent Marissal, oui. Est-ce que là, on n'a pas été à l'encontre d'une politique non écrite ou d'une loi non écrite? Non, puis parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, là, de manière générale, c'est quand tu as un chef dans un comté, c'est rare que tu vas trouver un candidat qui va être prêt à aller l'affronter. Premièrement, exactement. Oui. Ça, mais Québec solidaire savait qu'il présentait un gros nom, là, par exemple. Oui, là. Mais lui... Parce que Vincent Marissal est un gros nom. Là. Oui, mais il demeurait là. Il est dans son comté où il habite.
Alors, ça allait de soi. Puis moi, ça aurait été pire, selon moi, d'envoyer Vincent Marissal dans un autre comté, dans le sens suivant, parce que là, tu es obligé de te défendre tout le temps, de dire, ben oui, mais là, tu habites à Rosemont. Pourquoi on en voit de plus en plus de ça, par exemple, sur des parachutés. Oui, mais parce qu'à Montréal, tu changes de côté de rue, puis tu oui, changer de comté. C'est sûr, exactement. OK, puis que les gens se présentent dans un ou l'autre, dans les comtés certains, ça fait souvent pas de différence pour les gens. Mais quand il y en a un qui habite là, pourquoi l'envoyer se présenter dans un autre comté? Parce que c'est le chef. Non, moi, je pense que... c'est sûr que Jean-Martin Hossan, excusez-moi, je voulais dire Vincent Marissal. Non, moi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas... Souvent, où est-ce que ça se passe? OK? C'est quand, par exemple, tu as, par exemple, M. Jetman Singh, OK, au NPD. Là, lui, il n'est pas élu à Ottawa, puis il se présente. À ce moment-là, habituellement, les partis ne présentent pas habituellement, d'opposants pour lui permettre de siéger puis d'être sur place. Dans ce contexte-là, ils font ça. Moi, j'aimerais juste qu'on regarde il reste à peine quelques minutes, mais très, très vitement, les promesses de la CAQ. Il y en a énormément, dont, entre autres, maternelle à 4 ans, qui va coûter 622 millions, 30 maisons pour les aînés d'ici 2038, allocation familiale de 1200 $ pour les deuxième et troisième enfants, ça va coûter 1,9 milliard en passant. Réno agrandissement dans les écoles, 4,8 milliards. Le baisse du nombre d'immigrants de 50 000 à 40 000. Il y a de l'ouvrage, là. Oui, il y a de l'ouvrage, puis il y a beaucoup de sous. Et c'est là qu'il va être intéressant de voir. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il fasse des priorités. Okay? C'est sûr. Il faut qu'il fasse des priorités. Le volet des maisons des aînés... mais ça, là, on parle de 2038. Oui. Là. Il va y avoir 4 ou 5 élections. Là. Je sais, mais il faut partir. En fait, on est à l'époque avec le vieillissement, puis c'est un enjeu qu'il y avait là depuis longtemps. Il y a le vieillissement de la population. Il manque de place pour les aînés. Parce que je regardais même en Abitibi-Témiscamingue, il en manque des places. Les CHSLD, ils sont dépassés, ils ont besoin de... Donc, il faut qu'ils lancent quelque chose de nouveau pour les aînés. 30 secondes, cannabis. Bon, je pense qu'on était rendu là. Moi, personnellement, je le dis encore, ça s'est fait trop rapidement en un an. Voilà, il aurait fallu qu'ils donnent le temps de... Puis on le voit, là, les entreprises et autres, la fourniture. C'était trop vite, tout simplement. Il aurait dû faire ça sur un 2 ans, 3 ans. Oui, exactement. Mais ça paraissait parce que des élections, c'est le 21 octobre 2019. Pour l'année prochaine. On retourne aux urnes le 21 octobre 2019. Puis comme Québec, là, ça, la loi de M. Legault montait ça à 21 ans, alors que le reste du Canada était à 18, ça, c'est un non-sens. J'espère qu'il va reculer là-dessus. Hey, M. Bernard, merci infiniment. C'est déjà terminé. Puis on va sûrement se revoir parce que vous êtes un fin analyste. Et puis, c'est toujours plaisant de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. Puis, c'est ça. Il y a d'autres élections dans un an. Au fédéral, on reviendra à ce moment-là. Il va-tu se présenter? Non. Non. Je sais qu'il ne se représentera pas. Daniel Bernard, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.